Je crois que ce que tu viens de dire est très important, hein. Quand on met en place un instrument de tarification du carbone ambitieux, l'essentiel du débat entre les parties prenantes et du débat politique, c'est beaucoup plus l'usage qu'on va faire des recettes que le niveau du prix. Et donc, la question, effectivement, des impacts sociaux rentre dans cette question. Je voudrais peut-être dire juste un mot, c'est que dans la réforme de la fiscalité énergétique, qui, pour l'instant, je le rappelle, est proposée dans la loi de finances. La loi de finances, tant qu'on n'est pas au 31 décembre, on ne sait jamais trop exactement ce qui sort. Donc, ce n'est pas encore sorti. Mais le projet tel qu'il est en l'état, il y a deux composantes qui sont importantes. Il y a une composante carbone, puisque le gouvernement a décidé en gros de doubler le rythme de remontée du prix du carbone, ce qui le met vers les 45 € la tonne de CO2, c'est pas très loin de la valeur tutélaire de cette année. Bon. Et puis il y a la composante diesel quand même qui est importante, et moi je trouve que cette composante diesel, c'est quand même, ça marque la fin d'une époque, hein. Je rappelle que le Grenelle de l'environnement était la dernière grande mesure de politique publique en faveur du diesel, avec le bonus-malus qui était calibré pour subventionner, enfin pas pour subventionner, pour subventionner l'usage des petits véhicules diesel qui étaient l'apanage des deux constructeurs nationaux. Donc je pense qu'il y a vraiment une fin d'une époque sur la fiscalité énergétique que je tiens à souligner, et l'impression que j'ai, c'est que pour la première fois, on va avoir un gouvernement qui semble vouloir assumer. Parce que ce que tu as dit aussi sur le passé, c'est quand même assez impressionnant, c'est que on a rentré en douce une taxe carbone et que jamais le gouvernement ne l'a assumé. Et comme il a plus eu une espèce de situation invraisemblable où le prix hors taxe avait baissé plus que le prix de la taxe, personne ne s'en est rendu compte. Donc, ça, je crois que c'est important. Alors, ensuite, la question sociale, elle est très simple. Si vous prenez l'impact, si vous prenez la dépense en énergie par catégorie de revenus des Français, et si vous divisez les foyers français en 10 déciles de revenus, vous voyez que en valeur absolue, les riches dépensent plus d'énergie que les pauvres. Bon, on va supposer qu'ils ont le même contenu carbone, pour simplifier, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Bon. Mais que quand vous êtes dans les 4 déciles inférieurs, le poids des dépenses énergétiques sur le budget est beaucoup plus élevé, parce que vous avez des ménages à plus faible revenu, et le premier décile, ce poids est particulièrement élevé. Alors dans le projet de loi de finances et dans les déclarations du ministre, il y a deux mesures qui sont avancées pour compenser. Il y en a une à laquelle je ne crois pas du tout. C'est l'idée que en élargissant le système du bonus-malus sur le déclassement des vieux véhicules diesel, on donne la possibilité aux ménages de racheter des véhicules d'occasion et pas des véhicules neufs. Et donc, il y a un coup de pouce de l'État qui devrait faciliter les choses. On sait tous, quand on fait un peu d'économie sur ce type de subvention, que le risque majeur, c'est que le prix du produit qu'on subventionne, il augmente. Et dans ces cas-là, la subvention, elle ne va pas à l'acheteur, elle va au vendeur. Ne vous étonnez pas si tous les vendeurs de véhicules sont enchantés de cette mesure. Donc je crois que cet enchantement de la mesure n'est pas un bon signal sur son équité. Il y a le deuxième volet qui est le chèque énergie, qui normalement, alors je connais plus très bien le détail du déploiement, mais normalement, tu dois savoir ça mieux que moi du reste, normalement devrait démarrer en début d'année, et qui est en gros un soutien public sous forme d'un chèque fléché sur l'énergie pour les ménages à bas revenus, qui à terme doit notamment se substituer à ce qu'on appelle les tarifs sociaux. Les tarifs sociaux, c'est une méthode particulièrement peu recommandée par les économistes pour soutenir les ménages à faible revenu. Ça consiste à faire une ristourne sur le prix. Donc ça incite en fait les ménages à faible revenu à s'enfermer dans une espèce de dépendance à l'égard de ces biens. Bon. Donc si ce chèque énergie est distribué correctement et rapidement, surtout rapidement, parce que si le projet de loi de finances fonctionne, ça va être dès le début de l'année que le choc va arriver. Et si le chèque énergie il n'est pas opérationnel assez rapidement, bon, et en plus, après on peut discuter du niveau de la compensation. Moi, ce que je crois, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait un chèque énergie et pas un chèque alimentation ? Et pourquoi est-ce qu'on fait un chèque énergie et en même temps on diminue les APL, qui est le même type d'aide, si vous voulez. Bon. Je crois qu'on a un vrai problème. Et pour moi, ce problème renvoie au débat sur le revenu minimum d'existence.
Donc je sais bien que ce n'est pas le candidat qui préconisait le revenu minimum d'existence qui a gagné les élections. Cette partie du, je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, hein, mais cette partie du programme de Hamon, je trouve, est intéressante parce qu'il me semble que à court terme, aujourd'hui, on a multiplié des systèmes complexes et horriblement difficiles d'usage, même pour les personnes qui en ont besoin, en multipliant des méthodes pour. Donc, je crois que on gagnerait beaucoup à avoir en clarté, en efficacité, en étant sûr qu'effectivement on ratisse sur les ménages qui en ont vraiment besoin, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de ménages qui auraient besoin d'une aide n'y ont pas accès, du fait de la complexité et de la multiplicité des circuits. Donc je crois que la bonne méthode, c'est d'accepter effectivement, comme tu l'as dit, de payer plus cher l'énergie. Il faudrait évidemment supprimer un certain nombre de niches fiscales et évidemment élargir le champ de la taxation de l'énergie à l'ensemble de l'industrie. Je pense qu'on a énormément monté en épingle la question des risques de fuite de carbone pour les entreprises qui sont dans le système d'échange de quotas. Il n'y a jamais eu la moindre fuite de carbone dans le système européen d'échange de quotas. Et les industriels qui sont sous quotas ont réussi à faire croire aux politiques que c'était eux qui étaient les grands perdants, alors que les perdants, c'est évidemment ceux qui vont acheter les produits, c'est pas eux. Voilà. Donc moi, je crois qu'il y a un vrai problème d'équité, et j'aurais tendance à penser qu'on traite ce problème d'équité avec une espèce de sparadrap qui va encore complexifier le dispositif à court terme. Je dis bien c'est dispositif à court terme, parce qu'à long terme, on sait qu'il y a le problème de la rénovation thermique pour les ménages à faible revenu qui généralement ne sont pas propriétaires de leur logement, et c'est une autre problématique. Mais à court terme, je pense qu'on gagnerait à aller vers un système de revenu minimum qui serait calculé avec un budget type et une composante énergie, une composante alimentation, enfin les besoins essentiels.